Bon les gars, et si on faisait des revues géopolitiques avec, je sais pas, un peu plus optimiste. T'entends la musique derrière? Ouais. Salut, c'est Selecta. Ah ouais, non, c'est trop bon ça. Non, mais tant qu'à parler de choses négatives, autant rajouter un peu de musique positive, un peu de soleil hein, dans la géopolitique. En plus, là, je m'aperçois que la comète, elle est en train de peut-être de se disloquer, je ne sais quoi. C'est marrant, hein. Enfin bref. Les amis, on va faire une petite analyse hein, géopolitique, mais cette fois, on va pas parler de Yémen, on va pas parler de Syrie, on va parler de le grand gagnant. Le grand gagnant de tout ça. Alors, je m'excuse, je vais juste un petit peu baisser le son, parce que moi, je l'ai beaucoup plus fort que vous. Voilà, comme ça, super. Il y a une guerre pétrolière en ce moment entre l'Arabie Saoudite et la Russie. La guerre pétrolière a démarré il y a quelque temps, lorsque l'Arabie Saoudite a demandé, parce qu'elle a des problèmes de budget. On peut être riche et avoir des problèmes de budget, hein. Tu peux avoir un gros patrimoine et que ton salaire ne te suffise plus à financer tes guerres à 2 balles et à financer tes djihadistes à 2 balles. Et donc, l'Arabie Saoudite a demandé à la Russie, gros producteur hein, de pétrole, je crois que c'est, je ne sais combien, 20% des réserves mondiales, il me semble, à vérifier. Elle leur a dit, est-ce que vous pourriez baisser votre production? On baisse tous un peu notre production. Comme ça fait monter les prix. Les Russes ont dit non, non, moi ça m'intéresse pas. Donc les Saoudiens leur ont dit ça vous intéresse pas? D'accord, ben on va faire l'inverse. Et ils ont arrosé de pétrole pendant 2 mois maintenant, hein, depuis 2 mois. Hein. Ils ont arrosé de pétrole le monde, ce qui a fait descendre, ce qui a fait chuter les prix. Le problème c'est que tu as beaucoup de pays qui vivent du pétrole. Même aux USA, dans un premier temps, Donald Trump a dit que c'était une bonne chose pour les USA, mais il s'est vite aperçu que c'était pas une bonne chose du tout, puisque les producteurs texans, et puis ceux qui exploitent le gaz de schiste aussi, et qui ont besoin d'un pétrole à un certain prix, très très haut, pour pouvoir amortir leurs investissements, parce que la fracturation de roches suppose des gros moyens. C'est pas seulement des rics qui pompent là, ça suppose un prix du pétrole, je crois, supérieur à 60 ou 70 dollars. Puis il y a beaucoup de pays qui ont des budgets prévisionnels, qui ne vivent que du pétrole ou presque, et qui ont des budgets prévisionnels qui font qu'il leur faut un pétrole au-dessus de 50 dollars. Sans compter le reste, je vous rappelle que le pétrole, c'est aussi la pétrochimie, et c'est plus de 100 000 produits, les plastiques et autres. Donc tu as des gens pour qui ça c'est bien, mais tu as beaucoup de gros pays pour qui c'est pas bien. Et donc, bon morceau ça. Ouais, on va se la faire comme ça, tranquille. Donc petite guerre, qui fait que bah, l'Arabie Saoudite l'a gagné la guerre. Hein. Elle a réussi quand même à mettre un petit peu à genoux la Russie, hein, qui là en a un peu marre. En parallèle, donc, l'Arabie Saoudite a arrosé de pétrole, a fait descendre les prix, ils sont descendus jusqu'à 15 dollars, hein, c'est énorme. Hein. Il faut un pétrole à 50 dollars, 15 dollars, c'est énorme, on n'a jamais vu des prix aussi bas. La dernière fois que j'ai vu des prix aussi bas, c'était je crois 18-20 dollars, et c'était en 86. Je me rappelle parce qu'en Algérie, c'était la panique. Hein. L'Algérie fixe son budget, je crois, avec un prix du brut à 50 dollars. Voilà, son budget prévisionnel. Et c'est 95 ou 98% des rentrées d'argent. Le Venezuela et d'autres pays. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans une économie imbriquée et que ces pays-là, s'ils s'effondrent, ça fait effet boule de neige. Alors après, peut-être qu'ils se ressentent sur leurs importations, ils réduisent leurs exportations, mais le commerce baisse, tout baisse en fait. Donc Trump s'est énervé, il a demandé aux Saoudiens et aux Russes de s'entendre. Et il a dit aux Saoudiens, soit vous vous entendez avec eux, soit on retire nos troupes de chez vous et on vous protège plus. Donc il a menacé les Saoudiens. Les Saoudiens lui ont dit, bah écoute, nous on demande qu'à s'entendre, c'est eux qui veulent pas baisser les prix. Et là, depuis il me semble, 15 jours, apparemment il y a eu un accord. Mais les prix restent très bas. Alors petite question, à qui profite là on va baisser voilà. À qui profite tout ça? À qui profite un prix du pétrole très très bas? Oui, là-bas au fond, monsieur, levez la main. Oui, 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 levez-vous. Là, là, la Chine. Oui, la Chine. Bravo. Bravo, bravo. Les déboires américains au Moyen-Orient, à qui profitent? Aux Russes? Non, parce que
Les Russes sont obligés quand même de s'impliquer, ça coûte de l'argent, ils prennent des risques, ils perdent des hommes. Qu'est-ce qui n'est pas au Moyen-Orient et qui est gagnant au Moyen-Orient? Hein? Vous, madame? Oui, oui. La Chine. Yes. Coronavirus. Qu'est-ce qui a été le premier à entrer dans la pandémie et le premier à en sortir? Qu'est-ce qui a mobilisé son infrastructure et qui a su gérer, hein, qu'on le veuille ou pas, qu'ils aient masqué leurs chiffres ou pas? Je vous rappelle que tout le monde masque ses chiffres, hein, quand on accuse la Chine de masquer ses chiffres, alors que nous-mêmes, nous ne comptons que la moitié des morts, puisque ceux qui meurent chez eux, ceux qui meurent d'autres infections, et ceux voilà, tout ce qui n'est pas dans un hôpital français n'est pas comptabilisé. Donc on masque nos chiffres, tout le monde masque ses chiffres, et je pense que c'est pour éviter un effet de panique. Je vous rappelle que les chiffres donnés, vous pouvez les multiplier par deux. Qu'est-ce qui a été le premier à en sortir? Qui commence à en sortir? La Chine. Qu'est-ce qui a aidé le monde entier en aidant et en vendant? Et qui a montré qu'il avait une industrie et qui pouvait réagir à une pandémie. Je vous rappelle qu'eux, ils sont nombreux. Hein. Notre petite gestion là, c'est une association ce que nous faisons. Hein. Je veux dire, notre État, c'est une association comparé avec leur province et leur ville de 50 millions d'habitants. Bah, la Chine profite encore de ça. Comment? Bah, c'est simple, regarde, je vais te prendre un exemple simple. La Chine a aidé beaucoup de pays, dont l'Algérie. Là, l'Algérie qui se démerde bien, je comprends pas. L'Algérie qui n'a pas d'infrastructure et dont le gouvernement est déterminé à lutter, qui n'a que 150 morts, qui a confiné les gens. Je sais, j'ai mon frère qui communique avec moi. Des hôpitaux de campagne. Bah, la Chine lui a offert des masques. La Chine a aidé tous les pays amis. Et je parle d'aide. L'entreprise chinoise, le consortium chinois qui a fait les autoroutes qui partent de l'Est et qui vont vers l'Ouest en Algérie, a envoyé des respirateurs, des masques. Il y a une collaboration avec l'armée algérienne qui elle, qui a installé des, comment on appelle ça, des hôpitaux de campagne et qui, le coronavirus en Algérie est très très bien jugulé. Pour différentes raisons, hein. C'est parce que, bon, déjà, il y a peut-être moins de brassage, puis les gens vivent différemment, je veux dire, il y a plus d'entraide, il y a plus de familial, et puis l'État, c'est simple, hein, l'État a intérêt à démontrer qu'il aide les gens. Hein. Voilà, l'État là-bas s'est impliqué parce qu'il n'a pas envie de revoir des manifestants descendre dans la rue. D'ailleurs, on remarquera que les manifestants du Irak, d'eux-mêmes, hein, ont décidé de ne plus descendre dans les rues. Donc ça se passe assez bien. Mais qui va sortir grand gagnant en Afrique et ailleurs, et en Europe même? Qu'est-ce qui a aidé à l'Italie? Qu'est-ce qui a vendu des masques à bas prix qu'on n'arrive pas à avoir nous? Nous, il nous faut 6 mois pour avoir des masques. C'est grave, hein. Fabriquez vos masques. Je viens d'en fabriquer un avec un cintre et du fil à coudre. Je viens de me fabriquer une ossature de masque et il suffit juste de changer ensuite les 3 couches. Voilà, une ossature. Avec un cintre, tu te fais une ossature de masque. Bref, revenons à nos moutons. La Chine, qui par ses aides a consolidé ses liens avec beaucoup de pays, où elle a ses investissements, pays qui lui en sont reconnaissants. Hein. Tu sais, quand t'es malade, t'es dans la merde et quelqu'un te tend la main, tu l'adores après. Qui est le grand gagnant du coronavirus? La Chine. Qui est le grand perdant? Les pays libéraux dits modernes. Qui étaient censés avoir une super infrastructure et qui, au final, s'avère être... bah écoute, au final, on n'arrive pas à avoir des masques. Alors qu'ailleurs, dans des pays même du tiers-monde, ils ont des masques, ils se débrouillent, quoi. Regardez le nombre de morts. On poursuit. À votre avis, s'il y a une guerre au Moyen-Orient opposant l'OTAN à l'axe Iran, Irak, Syrie, Russie, qui c'est qui va gagner sans jouer? La Chine. Elle n'a même pas besoin de se battre. Elle regarde les autres, s'il y a 60 millions, s'il y a des économies dévastées, en admettant qu'il y ait une guerre mondiale. Hein. Eux, ils n'ont même pas besoin de se battre. Non, pendant ce temps, ils construisent des petits îlots et une ceinture de protection, une première ligne en mer de Chine et ailleurs. Et ils repoussent les Américains et ils leur mettent une pression maximum. Sans rien faire, sans combattre, ils gagnent. C'est ça la classe. La classe, c'est d'éviter les combats inutiles. Hein, je vous rappelle, c'est ça aussi la guerre. Allez, et puis les bons joueurs d'échecs. Un combat évité est un combat gagné. Surtout quand il est inutile, il ne t'apporte rien. Surtout quand c'est un combat bidon et défensif. C'est valable aussi sur YouTube. Vaut mieux laisser les gens t'attaquer, puis les regarder faire et rigoler parce qu'ils te touchent pas. Et à la fin, c'est toi qui gagnes parce qu'ils passent pour des malades mentaux. Et ouais, ce qu'ils sont d'ailleurs, hein, ce qu'ils sont, il n'y a pas de feinte. Hein. On reprend. Qui c'est qui passe pour quelqu'un de bien en Afrique? La Chine, avec sa politique de construction. Bien sûr ils jouent leur jeu, c'est bien sûr que c'est pas. Mais les Chinois, quand ils arrivent en Afrique, ils construisent des trucs, ils prêtent l'argent au pays. Cet argent revient dans leur économie, puisque c'est leur boîte qui hérite des marchés de construction. Et à côté de ça, ils te font un stade, ils te font un hôpital gratuit.
Voilà pourquoi ils ont réussi à s'infiltrer en Chine, en Afrique. Alors que nous, on est pénalisé par l'histoire coloniale, on est pénalisé par les pratiques de certaines entreprises. Hein, c'est pas les peuples européens qui briment l'Afrique, mais certaines entreprises, Bolloré est détesté, bah, les Chinois arrivent, récupèrent un port. Les Chinois installent une base à Djibouti. On poursuit. Qui c'est qui maintenant est, comment dire ça, qui c'est qui, en matière militaire, est le grand gagnant? La Chine. Pendant très longtemps, jusqu'au milieu des années 90, 95-96, les Chinois récupéraient du matos russe, l'observaient, le répliquaient et l'amélioraient. Résultat, ils évitaient les coûts de recherche et développement. Vous savez, les coûts initiaux des projets. Alors pour un avion de chasse, la recherche et développement, c'est 100 milliards, minimum. Je suis allé voir même l'avion de chasse turc, là, le TFX, ils annoncent 70 à 80 milliards, mais c'est 100 milliards. Pour le F-35 américain, c'est 1400 milliards. Et l'avion est encore incapable de vraiment de combattre. En tout cas, contre les ennemis auxquels il était destiné. Les Chinois ont entrepris depuis 95-96, ils ont entrepris d'avoir une véritable industrie de l'armement et non plus une industrie de l'armement qui copie. Et ils se sont développés. Aujourd'hui, ben, ils en sont envoyés des sondes sur la Lune. Ils ont leurs propres avions de chasse. Ils ont tout un tas de choses. Donc, sur un plan armement, et on va y revenir, la Chine, maintenant, s'en sort et est le grand gagnant. Sans recherche et développement, elle reprend, elle améliore, elle innove. Huawei, qui récupère les données, dans le spatial, dans le, excusez-moi, dans le l'électronique, un petit peu partout, il rattrape. À tel point qu'elle est quasiment autonome, sauf sur certains secteurs. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coopère avec la France, avec l'Italie, Fincantieri pour le naval. Elle coopère et elle demande des transferts de technologie. Quelle que soit la direction vers laquelle je me tourne, quel que soit le domaine, je vois la Chine être gagnante sans jouer, ou alors plutôt en jouant avec le temps, et elle avance à grands pas et de manière exponentielle, puisqu'elle a une population et des reins solides et des capacités qui lui permettent de démultiplier son action. C'est très simple, hein. La Chine, c'est une civilisation avec des gens avec un fort QI et une éducation. C'est la base. C'est une civilisation. Donc des gens motivés, qui savent pourquoi ils se battent, des gens disciplinés, dans le bon sens du terme. Pas bêtes et disciplinés et intelligents. Ils sont nombreux, effet des multiplicateurs. Ils ont un pays qui a une profondeur stratégique. Ils ont des entreprises et une industrie de l'armement qui est au service de l'État, puisque c'est une industrie étatique. Même le privé est au service. Contrairement aux Américains, les Américains ont une industrie et des lobbies de l'armement qui ont mis un pays à genoux, pays qui est autour de leur industrie privée. Raytheon, toutes ces firmes-là, Raytheon, qu'est-ce qu'il y a encore, Teledyne, enfin il y en a tout un tas, Boeing. Les Américains, c'est un gouffre sans fin pour le F-35, juste pour pas écrouler des entreprises qui tiennent en otage l'État américain et sa population. Ah, c'est ça où ils licencient, c'est ça où ils produisent rien. La recherche et développement est privé. En Chine, c'est l'inverse. La recherche et développement, parce qu'ils innovent aussi, hein, et ils en font, pour, en tout cas pour le spatial, pour tout ce qu'ils ne peuvent pas obtenir, hein, elle est au service du pays. Vous voyez la différence? Là où les USA évacuent des bases où ils ont investi beaucoup d'argent et sont obligés d'installer d'autres bases, ça coûte de l'argent des bases, hein. Et les Chinois, ils sont là, ils coopèrent. Ils ont quelques bases comme à Djibouti ou pour faire leur collier de perles, vous savez, ces routes maritimes qui permettent, une fois sécurisées, qui permettraient d'acheminer les matières premières et le pétrole, point faible de la Chine. Mais bon, ils l'ont à bas prix maintenant, ils s'en foutent. Ils ont fait des réserves énormes, ils ont fait des réserves d'or, ils ont fait des réserves de blé, ils ont construit des villes souterraines au cas où il y aurait une catastrophe. Ils se sont préparés. Qu'est-ce que nous avons fait? On n'est pas capable, nous, d'avoir des masques qui on donne des leçons de morale à tout le monde. Alors, c'est pas de notre faute à nous, ou plutôt un petit peu, mais c'est surtout de la faute de 30 ou 40 ans de minables qui nous dirigent et qui en fait détruisent nos pays au profit d'une Amérique qui se détruit elle-même et d'une Russie qui n'a pas les reins solides. La Russie, c'est 147 millions de personnes. La Russie, son avantage, c'est qu'elle peut être autonome, c'est parce qu'elle a des ressources, parce que les gens peuvent être rustiques. Elle a une population, une bonne partie de la population intelligente, mais elle n'a pas les moyens. Voilà pourquoi elle vend. Pour avoir de l'argent, elle n'a pas d'argent. C'est son point faible. Elle a besoin absolument de l'Europe et des Chinois.
Les Chinois, eux, ils ont besoin de... En matière énergétique, certes, il y a un problème avec le pétrole, mais ils ont le gaz russe. 430 milliards de mètres cubes, je crois, c'était l'accord qui portait sur ces fameux pipelines là qui partent de Sibérie, il me semble, hein, qui partent de Sibérie et qui vont, je vous mettrai des cartes, et qui vont en Chine. Elle a sécurisé son approvisionnement. Pour ce qui est de l'industrie de l'armement, voilà, excusez-moi, en ce moment, les Saoudiens veulent se débarrasser des patriotes. On a un système antiaérien, voilà, c'est l'exemple type d'une industrie de l'armement privé qui se gave sur le dos des Américains de base, des travailleurs américains. On a des patriotes qui, depuis 91, ne fonctionnent pas. Et depuis 91, l'armée américaine a pour ordre de dire qu'ils sont super efficaces. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas efficaces. Ils n'arrivent même pas à arrêter des vieux missiles balistiques Scud trafiqués. Ils se font leurrer par des missiles. On l'a encore vu là. Il y a eu des essais. Ansarallah a envoyé quelques missiles juste pour tester les batteries de Patriotes. Les missiles Patriotes n'ont pas été capables d'arrêter certains missiles. Et l'État américain, l'armée américaine est obligée d'en acheter, est obligée de les promouvoir. Alors que les Américains ont la capacité de créer un système anti-aérien digne de ce nom, comme les Chinois, comme les Russes. Ils sont en retard. Ils sont en retard sur l'hypersonique. Ils sont en retard sur tout un tas de trucs parce qu'ils sont soumis à des lobbies qui leur imposent une politique militaire avec des gros jouets. Patriote, c'est de la daube. Le F-35, c'est de la daube. Quand je vous dis le F-35, c'est de la daube, c'est des heures et des heures d'eux. Je veux dire, tout le monde le sait. Hein. C'est pas moi parce que je suis pas anti-américain. Le F-22, c'est une réussite, mais c'est un bijou luxueux. Les frégates les frégates ou non, les destroyers de la classe Harley Buck, les sous-marins de la classe Virginia, eh ben, ils ne peuvent plus en sortir, ça coûte cher. Ils ont une énorme armée qui leur coûte la peau du cul et qui se fait avoir notamment en Irak, où là, regardez, hier en Syrie, il y a eu un mort américain et deux FDS, vous savez, leurs collabos, qui se sont fait buter par des villageois, un petit peu équipés, un petit peu épaulés, qui ont empêché le convoi américain de passer. En face, on a 735 milliards de dollars, on a des films avec Chuck Norris, et de l'autre côté, tu as des villageois syriens avec des fusils de chasse, des Kalachnikov qui font des morts et qui les bloquent. Les Chinois, ils regardent, ils n'ont rien besoin de faire. Les Chinois, ils arrivent en Syrie, on leur ouvre le tapis rouge. Ils se battent pas, ils n'ont pas besoin de se battre. Les gens leur demandent de venir. En Algérie, ils sont appréciés. Ah oui, tu vas me trouver un exemple, oui, un tel. Non, je prends l'exemple de l'Algérie, c'est 61 ans de bonnes relations, puisque la Chine a été la première à reconnaître l'Algérie en 58, lorsque le gouvernement provisoire de la République algérienne s'est autoproclamé. Je prends cet exemple, c'est l'exemple que je connais le mieux, mais on pourrait trouver tout un tas d'exemples. Pourquoi est-ce que les Chinois sont accueillis en Afrique? Et ils font du business, et ils ramènent de la prospérité. Bien sûr qu'ils avancent leur bille, mais les autres, c'est pire. Les autres, ils arrivent, ils te polluent, ils te reversent rien, et ils donnent à ton dictateur qui te donne rien du tout. Là, tout le monde en bénéficie. Ils arrivent, ils te font une autoroute. Là où Vinci faisait une autoroute à 2 fois plus cher, ils arrivent, ils te font une autoroute d'une qualité équivalente ou légèrement moindre. Mais bon, ça marche. Et ils te la font en 2 fois moins de temps. À tous les niveaux, ils sont en train de gagner. Sans jouer. Alors on va poursuivre. On va poursuivre un petit peu. Moi, je vais vous parler de l'industrie de l'armement chinoise, hein, mais vous pouvez regarder sur un plan sanitaire, sur un plan politique intérieur, sur un plan. Parce que les Chinois ont plus confiance en leur, en leurs dirigeants qu'ils n'ont confiance en l'Europe ou aux USA. Ils nous voient nous effondrer. On n'est même pas capable d'avoir des masques et d'avoir des dirigeants qui nous protègent. Eux, leurs dirigeants, je suis désolé, ils les protègent. Alors qu'on ne vienne pas me parler de dictature, la seule chose qu'ils leur demandent, c'est pas trop jouer les politicards, parce que les Chinois ont compris depuis longtemps que la démocratie, c'était le cheval de Troie des gens qui voulaient saboter les pays. Qu'est-ce qu'on s'en balance de la démocratie alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas en démocratie, alors que tu as un État qui te protège, qui te fournit du boulot, qui te fournit de la croissance, qui est là pour toi, hein. Va toucher un Chinois maintenant, tu vas voir, dans le monde. Va toucher un Chinois. Tu as le personnel diplomatique qui est là, ils sont très actifs. Ils font libérer leurs Chinois arrêtés aux USA, etc. Et voilà. Nous, on n'a ni la démocratie, ni la protection, ni l'économie. On a des tordus, des tarés et des vendus qui nous gèrent. Et nous tous, hein, quand je dis nous, c'est pas spécialement la France, hein, c'est aussi c'est beaucoup de pays, hein. C'est les USA aussi. Même si, il faut reconnaître que Trump semble accorder quand même une, semble avoir de l'estime pour le peuple américain. Là-dessus, on ne peut pas nier qu'il essaye de protéger son peuple. Sur un plan intérieur, moi, je l'attaque pas. Ah, vous connaissez le discours, hein. Non, mais je précise. Voilà. La Chine, la Chine, la Chine. Et le plus gros perdant, l'Europe, l'Europe, l'Europe.
Parce que les USA s'en sortiront, hein. La Russie aussi, hein. Les USA pensent être le peuple élu, c'est un peuple messianique, mais c'est aussi un peuple de gros travailleurs. Ils ont des ressources, ils ont des capacités, ils ont un marché à taille critique, hein. Ils peuvent s'isoler. Ils ont un marché intérieur avec 350 millions de personnes. Il suffit juste si vous voulez, de changer la direction des flux et ils repartent. Et puis les Américains, quand ils mettent le paquet, ils mettent le paquet. Là-dessus, on ne peut pas leur enlever ça. C'est des gros bosseurs. Ils ont une population aussi, peut-être de gens stupides, mais ils ont un réservoir de gens intelligents. Oui, excusez-moi, le QI moyen aux USA, il n'est pas très élevé, hein. Mais eux, ils peuvent se permettre d'avoir tous les scientifiques à côté. Les Russes, c'est pareil. Ils ont l'intelligence, ils ont les ressources. Certes, c'est un peu plus pauvre. Pas si pauvre que ça. Quand vous allez à Moscou, vous avez pas l'impression d'être dans un pays du tiers-monde, hein. Et puis les Russes sont rustiques et les Russes sont croyants pour beaucoup et ils ont aussi un idéal. Le patriotisme russe, le patriotisme américain, le patriotisme chinois. Ici, comme les gens ne sont pas patriotes, quand tu es patriote, on te traite de facho. Eh, tu es du FN. Et pour ce qui est des autres, comment tu veux te rattacher à l'Union européenne ou autre? Je veux dire, il y a ici, si tu crois en Dieu, tu te fais insulter par des tordus. Et t'as plus de figure charismatique auxquelles te rattacher comme à une époque il y avait le général de Gaulle qui a permis aux Français de s'accrocher, en tout cas une partie des Français de s'accrocher à quelque chose, de se dire bon bah on crève un peu la dalle mais on bosse pour nos enfants et puis pour le pays et on est là, hein, la patrie, tout ça. T'as eu Napoléon, t'as eu de Gaulle, là maintenant on a qui? Emmanuel Macron, Sarkozy, Hollande, Agnès Buzyn, Rachida Dati, Benjamin Griveaux, le branleur, la Chine, sans jouer. Ça, c'est du jeu d'échecs. C'est pas la politique à deux balles de Donald Trump, et là je parle de l'étranger, sans jouer. Des gars, ils gagnent. On va prendre un petit peu quelques exemples, hein. Les entreprises chinoises de l'armement et qui bossent aussi dans le civil, vous en avez, il me semble que vous en avez, c'est même pas il me semble, vous en avez 4 qui sont dans les 15 premières entreprises. Alors c'est un classement chiffre d'affaires. Vous avez CSSC, China State Shipbuilding Corporation, et CSIC, China Shipbuilding Industry Corporation. C'est des holdings. Et derrière, il y a plein de chantiers navals. C'est deux grosses boîtes énormes qui sont respectivement, je vais vous dire ça, 22e et 14e mondial en vente d'armement. Alors, ils font dans le bateau civil et dans le bateau militaire. Je vous rappelle que les Chinois, tous les 4 ans, ont produit en tonnage l'équivalent de la flotte française. Ah, ça vous donne une idée. Elles sont en train de fusionner pour être beaucoup plus puissantes. Et elles fabriquent des bateaux, des corvettes. Puisque maintenant, les Chinois arrivent à faire leurs corvettes, leurs frégates, leurs destroyers, leurs cuirassés, enfin leurs cuirassés, leurs croiseurs. Du 12 000 tonnes, du gros, hein. Elles commencent depuis, on va dire, une vingtaine d'années, elles font des porte-avions et elles forment. Alors pour faire un porte-avions, pour avoir l'équipage qu'il faut, pour avoir véritablement, si vous voulez, le savoir-faire, il faut beaucoup d'années. Ils ne maîtrisent pas encore tous les aspects. Il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas, comme la turbine. Voilà, en matière de sous-marins, c'est pareil. Leurs sous-marins, c'est des casseroles. Mais enfin, depuis 95-96, ils ont fait un bond en avant. Et dans une vingtaine d'années, ils sont autonomes dans tout. Alors revenons à ces entreprises. Donc, hein, je prends l'exemple de CSIC, c'est 66, non, CSSC, 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 13% de la construction navale mondiale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ils travaillent pour les Chinois. C'est pas les Chinois qui les payent pour faire des trucs foireux. Et à force de construire, de former des équipages, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne quelque chose voilà, ça donne maintenant une flotte. Une flotte pour une mer proche. Il me semble qu'on appelle ça une mer verte, si je dis pas de bêtises. Là, encore une fois, je vérifierai. Vous avez les mers marrons, ce sont les lacs, les deltas. Les mers vertes et les mers bleues. Les mers bleues étant de haut fond. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des îlots sur lesquels ils mettent des systèmes anti-aériens qu'ils construisent eux-mêmes et qu'ils innovent, hein. Jusque-là, ils achetaient des systèmes anti-aériens russes et après, ils te les refaisaient à leur sauce. Ils ont par exemple le HK22, le HK22, le HK9.
tout un tas de systèmes antiaériens, ils font leurs propres missiles, ils installent des îlots, et ils ont repoussé les Américains de la mer de Chine. Ils ont créé une sorte de première ligne loin de leur base. Voilà à quoi elle sert leur flotte. Elle sert pas à se battre en haut fond, hein. C'est pas la bataille de Midway, hein, qui va le refaire. C'est pas Tsushima non plus. Enfin, Tsushima, ouais, bataille entre les Japonais et les Russes. Ce qu'ils veulent eux, c'est une flotte qui repousse les Américains très très loin, les porte-avions américains, les navires américains, de manière à ce que les missiles américains prennent beaucoup plus de temps. En tout cas, les missiles navals américains prennent beaucoup plus de temps pour atteindre la mer de Chine, d'autant qu'il y a il y a des batteries côtières, d'autant qu'il y a maintenant des missiles qui peuvent toucher les porte-avions. Donc ils les ont repoussés loin, comme ça, s'il y a une guerre, eh ben, ils ont plusieurs lignes de défense. Ils ont une profondeur stratégique, en plus de la profondeur stratégique qu'ils ont déjà avec leur territoire, 9 millions de kilomètres carrés. Là, encore une fois, je vous mettrai le chiffre au montage. Et s'il faut, il y a les Russes derrière avec leur gaz. S'il faut, il y a le Kamtchatka, il y a la Sibérie, qui sont en train plus ou moins de coloniser, ce qui inquiète Poutine. Beaucoup de Chinois s'installent là-bas. Ils ont la Mongolie aussi qui peuvent récupérer. De l'eau, ils ont tout le Tibet. 4,5 km, 4,5 millions de kilomètres carrés, le Tibet. Encore une fois, chiffre à vérifier. Avec des ressources hydriques énormes. En informatique, en matière de processeurs, en matière d'IA, en matière d'électronique, ils sont un petit peu en retard, mais ils travaillent dessus. Dans pas longtemps, ils vont faire leur propre processeur. Il y a très peu de pays qui font leurs processeurs, hein. Il me semble qu'ils sont deux ou trois, hein, pas plus, hein, à faire les processeurs. Hein, malheureusement, la France aurait pu les faire, hein, avec 64 millions d'habitants, mais on achète américain. Donc les processeurs, c'est les USA, il me semble, et les Israéliens. Après, vous avez des processeurs adaptés, parce que des processeurs embarqués, des processeurs... Ah, les processeurs, c'est pas que les ordinateurs domestiques. Mais voilà, ça peut être une faiblesse. Mais ils s'en foutent. Ils travaillent dessus. Dans 20 ans, ça sera plus une faiblesse. Ils sont en avance en matière de missiles hypersoniques. Leurs avions, ouais, leurs avions pendant très longtemps, c'était des imitations de Sukhoi et de MiG. Je suis le premier à dire que le J-20, c'est un peu un avion. C'est pas un avion fait pour le combat, mais ils s'en foutent. Le J-20, il est destiné à porter des missiles supersoniques et hypersoniques qui abattront des porte-avions américains le jour où il y a une guerre. Tu as des escadres de J-20 accompagnés de J-31, Falcon, furtifs ou pas, ils s'en foutent, qui iront attaquer les porte-avions américains et les éclater. Et quand ce ne sera pas les porte-avions américains, ça sera aussi les bases américaines où il y aura des infrastructures stratégiques. Ce sera la première chose qu'ils feront. Des avions, c'est pas... Oui, mais en matière d'avions, c'est clair que leurs avions sont pas super pour faire du combat, du dogfight. Mais ils s'en moquent. Ils ont d'autres techniques, ils utilisent des essaims, ils sont en train de former des pilotes. Dans 20 ans, ils vont avoir des super avions, bien meilleurs que les nôtres, et qui coûtent pas la peau du cul, que tu pourras produire en série. C'est pas le F-22 qui est magnifique, mais il y en a 184. 184, c'est une semaine de combat. Leur flotte, ben, leur flotte, ils sont en train de la faire, de la préparer. Donc même si leur flotte est peut-être, oui, c'est vrai, peut-être que leur flotte, elle est inférieure à la flotte américaine. Je pense que ça doit être la deuxième ou troisième flotte mondiale, hein. Je pense qu'ils sont au-devant de nous. Même les Anglais n'ont plus une flotte. Mais comme je te l'ai dit, la flotte, elle sert à défendre la mer de Chine et à créer un cordon de plusieurs milliers de kilomètres sanitaire contre les Américains. Eh oui, ils ont une autre doctrine militaire. En aviation, et c'est la technique des essaims. Et puis maintenant, ils ont des pilotes de plus en plus chevronnés. Ouais, tu vas me dire, ils sont inexpérimentés au combat. Mais ça s'apprend très vite, hein. Ils sont motivés. Ils ont un idéal. Nous, on a quoi? On a Canal+, on a Netflix. On n'a plus d'idéaux. Point faible en matière première et en termes de matière première et de pétrole? C'est vrai, ouais. Mais ils ont le gaz russe. Leur collier de perles, en cas de guerre, il sera vite cassé, le collier. On est d'accord. Mais je crois savoir que pour faire tourner tout un tas de choses, tu peux aussi utiliser du colza, tu peux aussi utiliser un tas de trucs, tu peux utiliser l'électrique. Et puis eux, ils se préparent à se battre à domicile. C'est-à-dire chez eux, plus tout autour. Les pays d'Asie du Sud-Est. Là où ils sont pas. Là où ils sont. Moi, j'ai eu des potes qui étaient des potes qui habitaient, français, hein, qui habitaient en Asie du Sud-Est, en Indonésie, ailleurs. Ils sont partout. Et ils travaillent avec ces pays-là parce qu'ils proposent du matériel électronique, ils proposent tout un tas de choses bon marché. En matière de drones, ils peuvent te proposer des drones pas très chers,
inférieurs aux drones américains, certes, aux drones russes, mais ils peuvent te proposer des super drones. Eux, ils te proposent du pas cher et du très cher. Tout le monde achète. Voilà. Va voir en Afghanistan, les motos, elles sont chinoises. Va au Pakistan. Va en Algérie. La France était le premier vendeur, le premier pays vendeur en Algérie. Il est passé deuxième depuis un certain nombre d'années. C'est les Chinois. Je connais tout un tas de gens, des commerçants qui achètent des palettes entières en Chine. Voilà, qui n'achètent plus en France, qui achètent des palettes entières en Chine, parce qu'il y a des bonnes relations, il n'y a pas de problème avec la douane, personne t'emmerde, ça se fait tranquillement. Les Chinois se sont installés un peu partout, on voit des mariages mixtes. Tout ceci répond à une certaine politique de soft power. Les Chinois te menaceront jamais. Ils te préviendront si tu les embêtes. Et ensuite, ils agiront. Qui font que les Chinois passent partout. Contrairement aux Américains qui te menacent. Quand tu commences à menacer des gens, c'est que quelque part, tu es en faiblesse. Si t'es respecté, t'as pas besoin de menacer. Si tu es, il faut faire peur naturellement. Personne va s'en prendre à la Chine. Parce que si tu t'en prends à la Chine, la réponse, elle est simple. Et eux, ils vont pas te faire un film, hein. En matière de terrorisme, ils te découpent la tête et puis ils font en sorte que ça se sache pas. Que tu puisses sauver la face. Pour que tu puisses venir négocier avec eux. La Chine, c'est 5000 ans de civilisation. Ce n'est ni Chuck Norris, ni Emmanuel Macron, ni comment il s'appelle Erdogan, ni qui tu veux. Voilà, j'alterne un peu, hein, qu'on pense pas que j'en veuille qu'à des personnalités européennes, alors que des cancrelats, il y en a partout, hein. Et je peux vous dire que dans le monde arabe aussi, il y en a, sauf qu'ils sont moins connus, hein. C'est pas MBS, voilà. Je regarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En 2050, ils dépasseront les USA dans tout. Et ce qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle, sur un plan technologique, ils l'obtiennent par des transferts technologiques. Voilà, Fincantieri travaille avec CSSC pour des navires de croisière. Elle est obligée. Fincantieri, qui est une grosse firme d'armement et de construction navale italienne, hein. Là, il y a du gros aussi, hein, et du bon. Eh ben, elle fait des transferts de technologie. La France est obligée de faire des transferts de technologie. Le labo P4, c'est quoi le labo P4? C'est un labo sécurisé. Qu'est-ce que ça permettra? Ça permettra aux Chinois de développer un secteur de la virologie, un secteur du bactériologique, puis un secteur militaire aussi. La guerre bactériologique, les virus de combat, ça existe. D'ailleurs, on n'en parle jamais, hein. C'est ça qui est inquiétant. Les Chinois ont développé quasiment tout ce qu'il y avait à développer. Maintenant, on a Huawei qui s'installe en Europe, qui récupère des données, des moteurs de recherche. Ça fait 20 ans qu'ils s'investissent dans l'électronique, sérieusement. Et dans 20 ans, ils seront au niveau des Américains, voire plus. Vous verrez qu'ils auront leur propre Internet, si ce n'est pas déjà le cas. En matière de spatial, bah, ils sont là, ils arrivent à envoyer des sondes. Quel est le pays qui envoie des sondes? Je te parle pas de, par exemple, des Israéliens qui font une sonde et qui se la font envoyer par quelqu'un d'autre. Là, c'est leur lanceur, leur sonde, leur expérience. Je vous rappelle que le spatial, si tu maîtrises le spatial et si tu travailles dans le spatial, tu as des retombées dans tous les secteurs. En balistique, en électronique, en missiles de précision, en matériaux. Eh ouais, notamment résistance des matériaux, en thermique. Tu vois, voilà. C'est pour ça qu'ils sont dans le spatial. C'est pas pour envoyer lapin de jade se promener. Ça démultiplie tout un tas de secteurs civils et militaires. La fusée Ariane en France a permis tout un tas de choses. Je vous rappelle que voilà, il y a des secteurs militaires et des secteurs spatials qui est, on va dire, à mi-chemin entre le civil et le militaire, ont permis des retombées, hein. La poêle Tefal, le radar, la radio, Internet, tous les matériaux qui permettent à nos voitures de moins consommer, etc., ça vient des recherches militaires, hein. Sauf que maintenant, quand je regarde les USA, et nous, enfin nous, on n'a plus d'industrie de l'armement puisqu'on est en train de la vendre, hein. On est en train de la vendre. On fabrique plus nos armes légères, on fabrique plus rien et on vend ce qui nous reste, c'est-à-dire l'optronique. On vend encore les derniers grands secrets, il reste plus que l'aviation, hein. Voilà, malheureusement. L'aviation et le nucléaire. Et encore, les turbines avec Alstom sont parties. Aux USA, les Russes se damneraient pour avoir les secrets pour faire des bonnes turbines. Les Chinois aussi, d'ailleurs, c'est un de leurs points faibles. Les turbines nucléaires, voilà, c'est un domaine où ils travaillent, dans lequel ils travaillent et qu'ils ne maîtrisent pas encore totalement.
Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute? Et des bases. Mais eux, ils installent pas 800 bases dans un pays. Ils ont une base à Djibouti et ils ont des accords pour se servir de port. Ils font ça à minima. Encore une fois, une politique d'économie, un soft power, une politique d'économie, une politique à minima. Ils jouent les coups qu'ils doivent jouer. Ils laissent le temps faire. Et ils sont tranquilles. Dans les années 60, on se foutait de leur gueule. On les traitait de crève-la-faim. Dans les années 80, on les traitait de copieurs. Ils ont suivi le même chemin que le Japon. Dans les années 90, on les traitait d'espions. C'est vrai que tous les sino-américains qui étaient aux USA depuis 4 5 générations, il y en a pas mal qui se sont mis d'un coup à travailler pour les Chinois et les Chinois ont récupéré beaucoup de choses. Ensuite, on les a traités de hackers, maintenant on les traite d'ennemis et puis certains imbéciles leur reprochent le coronavirus. Alors que, excusez-moi, il faut être un peu bête, mais bon. hein, de- Parce qu'il se développe en ce moment un racisme anti-chinois d'une stupidité lénifiante où on leur reproche le coronavirus. Alors que bon, enfin bref, ça c'est la bêtise humaine. Qui est le grand gagnant de tout ce qui se passe? Qui est le grand gagnant en géopolitique, en économie, en politique intérieure, sur tous les plans, dans le monde? Ce n'est ni les USA, qui peuvent se reprendre mais qui s'effondrent, ni l'Europe, qui malheureusement a des dirigeants tellement pourris et des populations amorphes, je suis désolé de le dire, mais bon, voilà, on fera rien, nous on crée des comptes YouTube pour parler, c'est tout ce qu'on fait, voilà, c'est tout. Bon, après, tu as des gens qui attendent d'agir, mais bon, voilà. Ni la Russie qui n'a pas les moyens mais qui aimerait, et les Chinois. Les Chinois. Le grand gagnant, c'est les Chinois. Et la suite des événements, si jamais il y a une guerre qui, à un moment donné, va se produire, si c'est pas cette année, sera. De toute manière, il y aura une guerre. Qui c'est qui va en bénéficier? Les Chinois. Je pense pas que les Chinois interviendront s'il y a une guerre au Moyen-Orient qui déborde en Europe. C'est pas dans leur intérêt. Ils n'interviendront que pour se protéger. Là, à l'heure où je vous parle, en pleine pandémie du coronavirus, eh ben, ils avancent leur bille. Ils créent des zones, ce qu'on appelle des A2, A2AD, anti-access aerial denied. Bah, c'est simple, ils créent des îlots, ils mettent des missiles anti-aériens, ils mettent des bateaux, ils mettent de l'électronique, ils mettent des troupes. Et petit à petit, ils demandent aux Américains et à tous ceux qui passent, petit à petit, ils les visent. D'abord, ils leur demandent de ne pas passer, ensuite, ils commencent à les viser, puis ensuite, ils vont aller chercher l'affrontement, et puis petit à petit, ils interdisent des zones entières. A2AD, Anti-Access Area Denial, voilà. Alors, quand tu vois des missiles qui peuvent aller à 3000 km, tu flippes. En matière de missiles, ils ont longtemps imité la balistique russe, d'ailleurs les Russes s'en plaignaient, et puis maintenant ils font leurs propres missiles. Intercontinentaux, des missiles qui peuvent envoyer à 12 000, 12 000, 15 000 kilomètres, nucléaire ou à charge conventionnelle. En matière d'hypersonique, ils ont un planeur qui permet d'envoyer ce qu'on appelle du MIRV. C'est-à-dire qu'au lieu de t'envoyer un missile avec plein de petites bombes nucléaires qui se disséminent partout au dernier moment, il t'envoie un planeur hypersonique qui est hors atmosphère, qui redescend, qui va très très vite, qui est très maniable et qui peut te balancer ses charges. C'est un peu comme un bus en fait. Il passe et à certains endroits, il balance des charges nucléaires. Et tu ne peux pas l'intercepter parce qu'il est hypersonique. Il n'y a aucun système aérien qui peut. Les Américains sont en train de travailler sur ça. Ils ont 3 ans de retard. Je m'aperçois que le retard est beaucoup plus grand que je ne l'avais escompté. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je voulais finir aussi pour pas oublier, c'est que sur un truc, vous allez me dire, ouais, mais les Américains, les Russes ont encore de l'avance. Ouais, oui, oui, oui. Vous savez, la technologie, la recherche et développement, elle a ses limites. Ses limites, c'est les lois de la physique. À un moment donné, t'arrives devant un mur. Et les autres, ils sont derrière, ils ont du retard, mais ils arrivent. Et toi, t'es bloqué devant le mur. En matière de guerre électronique ou en matière, par exemple, de système antiaérien classique, technologiquement, tu fais ce que tu peux. Après, tu vas bosser sur quoi? Bah, tu seras obligé de passer un cap, de travailler dans une autre direction. Parce que tu vas arriver à tes limites. Voilà, tu vas arriver à tes limites. Quand tu brouilles toute la bande passante, qu'est-ce que tu fais après? Quand tu sais démoduler toute la bande passante, qu'est-ce que tu fais après?
quand tes missiles supersoniques peuvent être interceptés par de l'anti-aérien qui lui-même est arrivé à ses limites technologiques, c'est-à-dire les lois physiques, qu'est-ce que tu fais après? Tu passes à autre chose, à l'hypersonique, et tu repars de zéro. Et donc, tu es au même point que les Chinois qui eux-mêmes te suivent. Les Chinois étaient peut-être en retard en matière d'aviation, mais en matière d'hypersonique, ils sont partis en même temps que les Russes et les Américains, voire même ils les ont devancés. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais un footing, tu es parti avant moi, je suis en retard. Boum, t'arrives, moi j'arrive, et après c'est un autre truc. Mais là on part de zéro. Là on va aller faire un peu de boxe, on part tous les deux en même temps. Ouais, j'étais en retard sur le footing, mais je m'en fous. Parce que sur ça, parce que déjà j'ai récupéré mon retard, et puis là je suis en même temps. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ton avancée technologique et ton avance dans un domaine, elle n'a qu'un temps. Et ensuite, voilà, si par exemple tu étais numéro un en baïonnette, maintenant on s'en fout. On est passé à autre chose. Si tu étais super fort en avion, comme l'étaient les Russes, les Français, pardon, je vais tousser. Non, je vais éternuer. Ah non, même pas, ça va. Excusez-moi, j'allais éternuer, hein. Si tu étais fort, par exemple, en aviation, ça ne veut pas dire que voilà, on est passé à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On est passé à autre chose. Et dans un autre domaine, ils partent à égalité. Voilà en quoi les Chinois, de toute manière, je pense bien avant 2050, hein, je pense qu'en 2030 déjà, ils seront au point. Ils auront une industrie de l'armement autonome sur tous les plans, une recherche autonome, totalement autonome. Et là, à ce moment-là, ils risquent de prendre de l'avance, eux, parce qu'il y a beaucoup d'argent, et puis ils sont 1,6 milliard. Tu te rappelles la pyramide? Plus ta base est large, plus ta pyramide peut monter haut. Eh ben c'est pareil en matière de recherche et de science. Voilà, donc c'était une petite analyse, vite fait, bien fait, que je vais vous poser là après le montage sur la Chine, qui est le grand gagnant de tout ce qui se passe depuis une vingtaine d'années. Et on n'en parle jamais. On évoque les Russes, on évoque les Américains, on évoque l'Europe, on les évoque succinctement, on raconte beaucoup de choses sur eux. Oui, les Chinois ci, les Chinois ça, mais quand tu fais le point et que tu résumes tout ça, tu regroupes tout ça, tu synthétises tout ça, tu te dis, mais attends, mais les mecs, c'est des génies. Il y a 50 ans, personne ne voulait vivre en Chine. Maintenant, tu vas vivre en Chine. Regardez, nous, on a, pour ceux qui connaissent Ashraf, il vit en Chine. Il y a plein de gens. Arsenio vit en Chine. Et ils vivent très bien, et tu vis très bien en Chine. Et j'allais dire t'es pas bridé, mais c'est pas un jeu de mots, hein. J'ai pas envie de faire un jeu de mots stupide. Non, non, je veux dire, ce que je veux dire politiquement. Politiquement. T'en fous. Moi, je m'en tape de qui dirige la Chine. Donc, partant de là, voilà, les droits de l'homme, je vous dis que les droits de l'homme, bien sûr qu'il faut des droits de l'homme, qu'il faut des règles pour respecter les gens. Mais les Chinois, j'ai pas l'impression qu'ils soient maltraités, hein. Oui, voilà, il y a beaucoup de Chinois à Marseille. J'ai pas l'impression que les types, ils ont peur d'aller dans leur pays. Ils semblent apprécier leur pays et il n'y a pas un flic derrière chaque Chinois. Les gars sont hyper patriotes, même nationalistes, même revanchards, j'ai envie de dire. Voilà. Après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont très unis aussi, ils sont très soudés. Bon, ils se fréquentent entre eux. Bon, ça, après, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais bon, ça les empêche pas de faire du business avec tout le monde ici. Et voilà, ils posent aucun problème. Ils savent où se placer. Ce sont des grands bosseurs. Ce sont des gens respectables, les Chinois, en fait. On peut leur reprocher des choses. On peut leur reprocher un certain racisme, certains petits trucs. Mais enfin, j'ai pas, je pense que ça, c'est lié au fait que c'est un pays qui s'est ouvert tardivement et qui, petit à petit, rejoindra les standards classiques. Et j'ai pas l'impression que les Chinois soient plus méchants que les autres. Je pense même qu'ils sont très ouverts d'esprit. Donc voilà, donc on peut leur reprocher un certain racisme anti-africain, mais en 50 ans d'Afrique, vous verrez que ce truc-là disparaîtra. Et puis bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher d'autre? Rien. Tous les gens que j'ai connus qui ont fait du business avec les Chinois se sont enrichis, sont tombés sur des types qui cherchaient à faire des affaires avec toi. Pourquoi? C'est Confucius. Ils font du gagnant-gagnant, eux. C'est pas des Américains qui t'arnaquent. Ils font du gagnant-gagnant. Qui est le grand gagnant en ce moment? La Chine. Et quelque part, j'ai envie de dire que c'est peut-être dans un monde multipolaire, c'est une chance la Chine. Ça calme un peu les Américains qui se croient tout permis. Et il vaut mieux avoir un monde multipolaire avec trois, quatre grosses civilisations qui se tirent la bourre, qui proposent leurs avantages pour attirer un maximum de gens et notamment un soft power. Il vaut mieux avoir des Russes, des Chinois,
des Américains et l'Europe, une vraie Europe, qui propose son humanisme, ses idées, et qui est là, et qui, voilà, on parle de vieille Europe, mais l'Europe peut rajeunir aussi. Le problème, c'est est-ce qu'on le veut, nous? On s'est avachi. Et quand je dis nous, c'est moi, hein, il y a moi aussi hein, dedans. Je suis pas, voilà, c'est pas parce que je fais des constats, Zama, que je suis meilleur que toi, hein. Bon, enfin, déjà, on fait les constats. Il faut des droits de l'homme, je disais tout à l'heure, certes. Mais c'est quoi cette minique de la démocratie? Et voilà, la démocratie, c'est pour paralyser un pays quand il doit agir. À un moment donné, il faut des gens qui, voilà, il faut un équilibre. Nous, on n'a pas de démocratie. On est en train de gueuler, ils sont en train de tuer les vieux en EHPAD. Ils ont euthanasié les vieux en EHPAD. Il y a des centaines de témoignages de personnes qui ont vu leurs parents, leurs proches. Écoute, j'ai encore eu un témoignage, j'ai appelé ma mère là, quelqu'un qu'on connaissait, sa mère est morte. Ils l'ont pas soignée. Non, elle est trop vieille. Vous vous rendez compte à quel point, jusqu'à quel point, enfin à quel point on est arrivé? Il y a quelque chose à revoir, hein, si on veut s'améliorer. Il y a quelque chose à revoir en matière de solidarité, en matière de respect de l'autre, hein. On est devenus des gens très agressifs, stupides, bêtes. Il suffit de voir ça, mais c'est impressionnant. Alors que dans d'autres pays, le corona a provoqué des vagues d'entraide. Et là, nous, on entend, les Chinois, c'est de la faute des Chinois. Mais quelle stupidité! Alors que les Chinois aident beaucoup de pays. Voilà, je te la fais courte parce que bon, ouais, je sens que je vais encore partir sur tout un tas de sujets. Mais voilà, le grand gagnant, c'est la Chine. Et quelque part, il vaut mieux qu'il y ait la Chine et qu'il y ait un autre pôle qui propose autre chose à l'humanité que des espèces de tarés qui menacent tout le monde. Cette vidéo-là est d'abord posée, sera posée d'abord en avant-première pendant quelques jours sur Patreon, les amis, hein. Et ensuite, je la basculerai, celle-là, sur Los Locos. Je pense que ça peut être intéressant qu'elle s'adresse aussi au plus grand nombre. Et je vous remercie toutes et tous et n'hésitez pas donc à mettre des posts, à vous exprimer. Au revoir.